Chahut Média. Il ne faut jamais oublier l'aspect matérialiste des choses. Quand je dis matérialiste, c'est que c'est pas simplement du discours, c'est d'organiser pour que ça se passe comme ça. Françoise Vergès. La question, c'est de savoir en quoi nous sommes liés à des systèmes qui sont des systèmes d'exploitation. Et donc, comment nous allons nous battre contre cela ? Parce que la question, c'est que si ma vie confortable d'Européenne, enfin vivant en Europe, repose toujours aujourd'hui sur l'exploitation et l'extraction, comment je vais changer ça ? Donc comment je vais décoloniser l'Europe ? L'Europe n'est pas décolonisée. La décolonisation, c'est pas seulement pour les personnes qui ont été colonisées, c'est pour les sociétés qui ont colonisé. Promenez-vous dans la ville et observez. Autour de vous, le mémorial public est occupé de manière écrasante par des hommages rendus à des personnalités masculines. Statues, plaques de rue, noms de bâtiments, si peu de femmes sont mises à l'honneur. Alors pourquoi ? Parce que l'espace public a été pensé par et pour les hommes. Aussi parce que l'invisibilisation des femmes dans l'espace public relève de choix politiques et idéologiques. Vous écoutez le 6e et dernier épisode de Décoloniser la ville, une série documentaire inspirée de l'étude Temps, Espace, Histoire par les professeurs Mohamed Mahmoud Ould Mohamedou et Davide Rodogno. Un épisode comme un épilogue à notre série autour de la nécessaire décolonisation de nos sociétés. Et c'est aux femmes qu'on le consacre. Les femmes et la place qui leur est accordée dans le mémorial et l'espace public, les femmes aux avant-postes pour qu'ait lieu, dans l'intersectionnalité, la lutte pour l'égalité et contre la colonialité du pouvoir. Décoloniser la ville, une série documentaire Chahut Média, titre de cet ultime volet, Sans désir, pas de lutte. Les femmes, finalement, en France, il y a énormément de femmes qui prennent la parole contre le racisme. Et souvent, elles prennent la parole pour dénoncer des situations auxquelles elles ne sont pas directement confrontées. Rokhaya Diallo, journaliste, réalisatrice, autrice, cofondatrice du podcast Kif Taras. Donc je dirais qu'il y a, par incidence, les problématiques des femmes noires ne sont pas visibles parce que beaucoup d'entre elles prennent la parole pour parler de choses qui ne les visent pas directement. Je n'ai jamais été contrôlée au faciès, par exemple, à titre personnel. Je suis une femme noire, ça ne m'est jamais arrivé. Et c'est pas une question qui me concerne directement. Mais j'ai vu des gens autour de moi, dans ma famille ou non, y être exposés de manière récurrente et de manière humiliante également. Donc c'est plutôt là-dessus que je dirais qu'il y a une invisibilisation parce que les femmes noires ont toujours été là en fait pour panser les plaies des autres et pour porter la parole en fait des personnes qui vivent des choses qu'elles ne vivent pas forcément directement. Et après, dans la célébration effectivement des intellectuels, il est vrai que on a beaucoup invisibilisé les femmes non blanches. Si on pense par exemple au courant de la négritude, on va souvent citer Césaire, Senghor. Pour les plus érudits, on va citer Damas, donc les Autran Damas. Mais on va oublier en fait que ces trois personnes sont inspirées en fait des salons de Paulette et Jeanne Nardal, qui étaient deux sœurs martiniquaises et qui justement ont permis à l'émergence de ce terrain intellectuel pour la négritude. Donc effectivement, dans la question des statuts, il y a cette question-là des femmes, et en même temps, à Paris, il y a eu une statue consacrée à la mulâtresse Solitude, donc qui est une femme qui s'est battue jusqu'à la mort contre le rétablissement de l'esclavage par Napoléon en Guadeloupe en 1802, et donc qui a été pendue. Et le tragique de l'histoire, c'est qu'elle a été pendue, elle était enceinte, elle a été pendue le lendemain de son accouchement parce qu'évidemment, on ne pouvait pas perdre une potentielle force de travail. Donc, elle a été honorée à Paris. Avec le contexte post-MeToo, il y a quand même une conscience du fait que même dans la question de l'antiracisme, on se doit quand même de regarder qui sont les femmes qui ont pu prendre la parole, ou en tout cas contribuer à l'édifice. Mais il y a aussi un travail d'historiographie à faire, parce qu'aujourd'hui, on n'est même pas en position de citer un nombre équivalent de femmes par rapport aux hommes qui ont œuvré contre le racisme. Et là, on parle beaucoup des personnes noires,
Évidemment, ça fait qu'on oublie les personnes asiatiques, par exemple, qui sont complètement niées, alors qu'elles ont été surexposées au racisme, notamment avec la montée de la pandémie. Mais voilà, ces personnes, ces héros, héroïnes de la lutte contre le racisme anti-asiatique, sont totalement invisibles. Je vois un mouvement de ralliement. Ce que je constate, c'est qu'il y a par exemple beaucoup de femmes blanches féministes qui viennent à la compréhension de l'antiracisme à travers le féminisme, qui commencent par être féministes et qui se rendent compte que parmi les femmes, il y a évidemment des femmes qui partagent des conditions diverses et qu'il y a souvent une invisibilisation des femmes non blanches, mais aussi évidemment des femmes handicapées, des femmes lesbiennes, des femmes pauvres, etc. etc. Donc je dirais que le féminisme d'aujourd'hui est beaucoup plus sensible aux oppressions internes que le féminisme d'hier. Et d'ailleurs, il y a une question sur laquelle je vois vraiment une évolution assez marquante, et qui est une question qui concerne aussi la Suisse, c'est la question du port du foulard par les femmes musulmanes. Là où il y avait une unanimité quand même du féminisme majoritaire au début des années 2000 contre les femmes musulmanes qui portaient le voile, aujourd'hui le ton est vraiment différent chez les jeunes féministes. C'est-à-dire qu'on ne comprend même plus pourquoi c'est un problème. Même si, évidemment, l'oppression continue, mais chez les jeunes féministes, il y a quand même une autre perception. En tant que personne de couleur, notre lutte contre l'impérialisme racial aurait dû nous apprendre que partout où il existe des relations maîtres-esclaves, opprimés-oppresseurs, la violence, la rébellion et la haine infiltrent tous les éléments de nos vies. Il ne peut y avoir de liberté pour les hommes noirs tant qu'ils prônent l'assujettissement des femmes noires. Il ne peut y avoir de liberté pour les hommes sexistes d'aucune race tant qu'ils prônent l'assujettissement des femmes. Bell Hooks, Ne suis-je pas une femme ? Femme noire et féminisme, 1981. Alors, petite historique de l'intersectionnalité, le terme en lui-même a été conceptualisé au tournant des années 80, début des années 90, par une juriste, c'est important aussi de le dire, qui arrivait face à un problème législatif important. Les dispositions légales qui existaient aux États-Unis à ce moment-là, quand il s'agissait de racisme, la plupart des cas et de la jurisprudence étaient établis sur une compréhension du racisme qui, de facto, mais qui n'était pas en fait pensé comme ça, concernait surtout les hommes. Pamela Oaniako, assistante doctorante à l'Université de Genève, fondatrice d'Afrolite, plateforme consacrée à la littérature noire. C'est qu'il fallait comprendre, mais là en fait, si on est une femme, on ne vit pas nécessairement ce genre de situation-là. Et dans le même temps, les dispositions qui concernaient l'égalité de genre étaient pensées, surtout, mais ce n'était pas dit clairement, pour les femmes blanches. Donc, qu'en était-il des femmes noires ? Alors après, on peut poser la question, et quid des femmes latino, etc., etc. C'était vraiment ce constat auquel elle est arrivée, c'est que les femmes noires, du fait en fait qu'elles soient en même temps femmes et noires, font que les expériences qu'elles vivent sont à la fois racistes et sexistes. Mais que si on se limite à certains actes de racisme ou certains actes de sexisme, leurs expériences ne rentrent pas dans ces cas de figure. Et on peut pas en fait dire en fait ce que tu as vécu c'est que du sexisme ou c'est que du racisme. C'est les deux. Et c'est ça en fait que cet outil analytique en fait permet de comprendre, c'est qu'il y a, alors on peut ramener ça maintenant dans l'espace suisse, et d'ailleurs j'invite à aussi s'intéresser aux travaux menés par Faten Karezi, qui montrent que il y a des traitements qui vont être différents, que ce soit dans les administrations, etc., mais aussi dans la vie de tous les jours, qui concernent les femmes noires ou les femmes musulmanes, etc. C'est que leurs oppressions vont être différentes. Il faut justement voir dans quelle mesure cette différence va compter que les femmes blanches. Donc l'intersectionnalité est à ce niveau-là utile pour prendre en compte les différences d'une catégorie. C'est-à-dire que dans une catégorie personne noire, personne femme, personne lesbienne, personne aisée, il y a d'autres types de critères sociaux qui vont se jouer. Et qu'est-ce que ces combinaisons-là créent comme situation ? Et ça peut même mener à des revendications qui sont totalement différentes. Et ça, l'histoire et même les revendications actuelles le montrent. Nous espérons que cette manifestation se rendra visible sur le fait que nous aussi en Suisse et partout dans le monde, nous sommes touchés par le racisme et la violence policière. Non pour le racisme, non pour la paix, non justice, non paix. Assez, c'est assez, assez, c'est
Je pense qu'il y a eu clairement un momentum en mai 2020 et à partir de là, les voix ont pu enfin se libérer ici, en fait. Il n'y avait jamais eu de libération des voix noires en Suisse. Rachel Mbon, journaliste, militante antiraciste, co-autrice du film documentaire « Je suis noire ». Mais c'est dur de se battre seul et surtout ce moment-là, ce momentum a permis de visibiliser, de prendre conscience d'une part qu'on n'était pas seul, qu'il y avait d'autres personnes noires qui luttaient sur le terrain avec nous. Ça nous a permis de nous fédérer, même s'il n'existe pas encore réellement une fédération globale pour toute la Suisse parce que c'est plus des petits mouvements et des collectifs. Mais petit à petit, je vois qu'il y a des liens qui se nouent, des passerelles qui se créent entre la Suisse allemande et la Suisse romande. Au travers du film, j'essaie justement de rassembler des personnes pour penser la suite parce que il y a eu un premier pas, mais il faut qu'il y ait d'autres pas qui suivent et les autres pas s'inscrivent notamment dans une visibilisation plus prégnante des femmes dans l'espace public. Je pense que c'est maintenant possible d'aller sur ce terrain-là et de demander justement réparation aujourd'hui. Les slogans contre le racisme ont retenti dans de nombreuses villes de Suisse aujourd'hui. Des manifestations à Lausanne, Zurich, Berne, Saint-Gall ou Lucerne. À Berne, où 3000 à 4000 personnes se sont rassemblées en début d'après-midi. Les manifestants sur la place fédérale portaient pour la plupart des vêtements noirs. La police a d'abord tenté de les dissuader de manifester en raison... Le mot important, c'est vraiment commun, effectivement. Alors, j'imaginais pas qu'il aurait ce potentiel-là, ce pouvoir-là, quelque part. Mais je constate que c'est un outil formidable pour développer des actions communes et effectivement pour créer des liens. Parce que là, il y a énormément d'initiatives récentes qui ont rassemblé des personnes afrodescendantes, comme le festival Black Helvetia qui a eu lieu à la Chaux-de-Fonds. Et en ouverture du festival, on a présenté le film. Et en fait, à chaque fois, je constate des passerelles qui se créent, en fait, un mouvement qui se met en place. Enfin, et ça, je pense que c'est vraiment une première et j'en suis extrêmement heureuse. Il y a une exigence de changement. Et aujourd'hui, au travers du film et la possibilité de le présenter aussi à des politiques, d'aller sur ce terrain-là, avec plusieurs mouvements d'action, permet de créer un réseau fort à différents niveaux de la société. Et à terme, le but, c'est qu'une personne ait la possibilité de mener une action politique, clairement. Se dire féministe décoloniale, défendre les féminismes de politique décoloniale aujourd'hui, ce n'est pas seulement arracher le mot féminisme aux mains avides de la réaction, en peine d'idéologie, mais c'est aussi affirmer notre fidélité aux luttes des femmes du Sud global qui nous ont précédées. C'est reconnaître leurs sacrifices, honorer leur vie dans toute leur complexité, les risques qu'elles ont pris, les hésitations et découragements qu'elles ont connus, c'est recevoir leur héritage. Un extrait de Un féminisme décolonial, Françoise Verjas, La Fabrique Édition, Paris, 2019. Comme le dit très très bien Césaire dans le discours sur le colonialisme, une société ne peut pas avoir esclavagisé et colonisé sans que ça lui revienne. Ça ne peut pas être dans un espace là-bas et qu'ici je vais être protégée. Les idées racistes vont revenir, vont contaminer la littérature, les arts, la philosophie, le droit, la conception du genre. Tout ça va être... Donc il faut que la décolonisation de l'Europe doit s'engager aujourd'hui. Françoise Vergès, politologue, militante féministe décoloniale française, notamment autrice de l'essai « De la violence coloniale dans l'espace public ». Vivez ici et transformez ici. Si on décolonise l'Europe, ça contribuera à la décolonisation du monde. Parce que l'Europe continue à occuper une place coloniale
sens d'extraction, exploitation. Quelle va être la décolonisation de l'université, de l'école, des musées, enfin de toutes ces institutions? Comment mettre fin à la violence policière? C'est ici que ça se passe, c'est ici en Europe que ça se passe. Comment cette politique anti-réfugiés, anti-migrants qui ravage l'Europe, mais comment on va lutter contre ça? Ce sont des politiques racistes et fascisantes. Et nous sommes dans ce... Après tout, moi, par exemple, en ce moment, je vis à Paris, je sors, je bénéficie d'un monde qui fait cela. Donc, il faut que j'intervienne dans ce monde. Je ne veux pas dire, ça va pas concerner je sais pas qui, ça me concerne. Comme on a encore peu de temps, revenir peut-être aux jeunes gens qui viennent vous voir ou avec lesquels vous acceptez de collaborer. Ils viennent vous voir pourquoi et vous contribuez à les outiller intellectuellement. Comment? La question, c'est le comment. Le pourquoi, ils l'ont. Il et elle l'ont. C'est le comment. Et pour moi, le comment, c'est d'abord de leur dire vous devez être absolument curieux. Rien n'est naturel dans le monde. Nous vivons dans un monde socialement construit. Et donc, ça peut être des faits. Ça peut être pensé autrement. Donc, posez-vous constamment des questions. Vous avez une banane là, vous la mangez, mais c'est quoi la banane? D'où elle vient? Qu'est-ce que ça a entraîné? Quel est tout ce monde dans cet objet banal? Quels sont les fils que je vais pouvoir tirer depuis les républiques bananières et les interventions de la CIA jusqu'aux pesticides et jusqu'aux plantations de bananes? Qui travaille comment? Donc, posez-vous des questions et vous verrez qu'à partir d'un objet dit banal, d'un objet quotidien, vous pouvez tirer des tas de fils qui vous feront penser à l'organisation culturelle, économique, politique, sociale, esthétique d'un objet. Donc, soyez constamment curieux. Ne prenez pas les choses telles qu'on vous les présente. La curiosité est absolument essentielle pour la décolonisation. On ne peut pas décoloniser sans être curieux. C'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est ayez confiance en vous, ayez du courage. Le courage sera indispensable pour la décolonisation parce qu'on ne fera que vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, organisez-vous aussi en collectif. Tout seul, c'est trop dur parfois. On me pose aussi la question, mais vous n'êtes jamais découragé ? Ça, c'est beaucoup une question, parce que le sentiment que c'est tellement une machine autour de nous, un espèce de tank qui avance et que rien ne pourra arrêter. Ce à quoi vous répondez ? Je ne suis pas du tout découragée. Je ne suis ni pessimiste ni optimiste, parce que de toute façon, je pense que ça n'arrête pas. Et que se battre est une source de joie, pas simplement de frustration. Évidemment, les frustrations, mais elle fait partie, je veux dire, dans ce cas, il faut faire autre chose. Hein. Vraiment, il faut faire autre chose. Parce qu'on ne peut pas se battre sans connaître son ennemi. Donc la question, oui, pour moi, de leur dire, mais non, mais vous avez tout. Soyez confiants. Et puis, il faut qu'on travaille notre imagination, qui est très contrainte, parce qu'on nous offre que des scénarios, tous ces films avec des gens qui volent à travers et qui se battent contre des dragons, tout ça. Et puis finalement, dans la vie de tous les jours, c'est quand même un peu épuisant, quoi. Voilà. Donc, pour moi, il y a beaucoup d'exercices d'imagination. C'est-à-dire, on voudrait que le monde change, et on dit, ah non, et il faut qu'on fasse des exercices d'imagination sur ce que ça serait. Alors, c'est quoi un exercice d'imagination ? Par exemple, vous vous dites, c'est impossible. Ah ben non, ça doit être possible quand même. Je cherche le possible dans l'impossible. Je me dis, voilà, mon image, pour moi, qui ai beaucoup étudié l'esclavage colonial, c'est que ça dure 4 siècles et qu'il n'y a pas un jour, où quelque part dans le monde esclavagiste, il y a des esclaves et des esclavagisés qui disent, un jour nous serons libres. Il n'y a pas une journée. Donc, l'esclavage était naturel. L'Église soutenait, la culture, l'économie, tout semblait, c'était comme le jour et la nuit. Et puis, il y a des personnes qui disent non, absolument pas, on va déchirer ça, on va déchirer cette soi-disant naturelle, et on va dire, c'est possible. Et on va se battre pour ça, et on ne va jamais arrêter de se battre. Ça, c'est le possible, au cœur de l'impossible, au cœur de ce qui est présenté comme impossible. Donc, il faut penser la fin de ce monde sans en avoir peur. Il est possible, il y a eu des tentatives au cours de l'histoire d'autres
Maintenant, on va vivre autrement, on va penser, on va vivre autrement. Et pour moi, c'est ça aussi. C'est donner le sentiment que oui, vous pouvez le faire, c'est quelque chose est possible. Trouvez comment vous voulez le faire. Ouais. Il y a du désir, de toute façon, il faut qu'il y ait du désir. S'il n'y a pas de désir, il n'y aura pas de lutte. C'était Décoloniser la ville, une proposition Chahut Média adaptée de l'étude Temps, Espace, Histoire, Monuments et Héritage raciste et colonial dans l'espace public genevois des professeurs Mohamed Mahmoud Ould Mohamedou et Davide Rodogno. À travers cette série documentaire, on aura essayé d'inviter à une réflexion concernant les hommages rendus dans l'espace public à des personnalités ayant encouragé le racisme et le colonialisme, mais aussi en compagnie de chercheurs et de chercheuses, de militants et de militantes. On aura essayé d'inviter à méditer sur la notion d'espace public en soi, sur celle de commémoration et de célébration, comme sur la question de l'histoire publique et sa fonction dans la société. À notre mesure, on espère avoir diffusé quelques clés permettant d'aborder, mieux armés intellectuellement, des questions qui, de notre point de vue, sont l'affaire de toutes et de tous. Maintenant, l'heure est au remerciement. Nos saluts les plus chaleureux vont aux professeurs Mohamedou et Rodogno, que nous remercions pour leur confiance et leur accompagnement tout au long de l'élaboration de cette série documentaire podcast. Merci également à toutes celles et ceux qui ont accepté de participer à cette série et à celles et ceux qui nous ont aidés à la concevoir. Camille Kaiser pour les reportages à Neuchâtel ou au cœur du musée d'ethnographie de Genève, Léonie Pernet pour la musique, Lily Bartou pour le sound design, Alan Mantilleri pour le mixage, Ramon Vallée pour la création graphique. Décoloniser la ville a été rendu possible grâce au soutien de la Loterie Romande, du service Agenda 21 Ville Durable et du Bureau de l'intégration des étrangers. Merci également à nos partenaires, le Graduate Institute et le FIFDH, et un salut tout particulier à l'équipe du Théâtre du Grutli, à Robin Indé et à l'équipe de Binge Audio pour avoir permis une rencontre avec Rokhaya Diallo lors de sa venue à Genève en septembre 2022. Tous les épisodes de cette série sont disponibles sur le site de Chahut Média, www.chahut.ch, et sur l'ensemble des plateformes de podcast. N'hésitez pas à la noter, à mettre des pouces, des étoiles. Et surtout, à la partager.